Imaginez, une salle de conseil, Paris, 1989. Autour de la table, les héritiers de deux des plus grandes dynasties du luxe français, les Vuitton et les NSI. Face à eux, un homme de 40 ans à peine, costume impeccable, regard de glace. En quelques mois, cet homme vient de leur voler leur propre entreprise, sous leur nez. Ce jour-là, Bernard Arnault vient d'accomplir ce que beaucoup considèrent comme le plus grand hold-up financier de l'histoire du capitalisme français. Mais voici la question qui tue. Comment un simple fils de promoteur immobilier a-t-il réussi à détrôner des familles centenaires et à bâtir une fortune de 200 milliards de dollars ? Restez jusqu'au bout, car je vais vous révéler les 5 stratégies exactes qu'il a utilisées et que personne n'ose vraiment expliquer. Bernard Arnault n'est pas un self-made man au sens traditionnel. Il n'a pas créé LVMH, il ne l'a pas fondé, il ne l'a même pas hérité. Il l'a conquis. Comme un général sur un champ de bataille, il a appliqué une stratégie militaire au monde des affaires. Et aujourd'hui, il règne sur un empire de 75 marques, employant 200 000 personnes, générant 86 milliards d'euros de revenus. Mais ce qui fascine vraiment, ce n'est pas la taille de sa fortune, c'est la méthode. Parce que Bernard Arnault a inventé un nouveau type de capitalisme, le capitalisme de luxe. Un jeu où il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il faut avoir du goût, de la stratégie et surtout, aucune pitié. Les Américains l'appellent « The Wolf in Kashmir », le loup en Cachemire. Les Français l'appellent plus simplement « le patron ». Mais qui est vraiment cet homme ? Laissez-moi vous raconter comment un héritier provincial est devenu l'empereur du luxe mondial. François Mitterrand arrive au pouvoir en France. Programme socialiste, nationalisation, impôt sur la fortune. Bernard Arnault, 32 ans, vient de transformer l'entreprise familiale de BTP en empire de la promotion immobilière. Il est déjà riche, environ 25 millions d'euros. Mais il voit l'orage arriver. Alors il fait ce que tout bon stratège fait quand le terrain devient hostile. Il change de terrain. Direction New York, Rockefeller Center, 45e étage. Et c'est là, à Manhattan, que va se produire le déclic qui changera tout. Un jour, Bernard Arnault prend un taxi à l'aéroport JFK. Il demande au chauffeur, un New-Yorkais pur jus, « Vous connaissez le nom du président français ?» Le chauffeur hausse les épaules. « Aucune idée, mec. » Bernard insiste. « Et Christian Dior ?» Les yeux du chauffeur s'illuminent. « Ah oui, Dior, je connais. » Il dit « Non, je ne connais pas le président français, mais je connais Christian Dior. » Premier déclic. Bernard Arnault vient de comprendre quelque chose que peu de Français réalisaient à l'époque. Les marques de luxe françaises sont plus puissantes que la France elle-même. Pendant son exil américain, il fréquente les requins de Wall Street. Il côtoie un jeune promoteur agressif aux cheveux improbables, Donald Trump. Il apprend leur méthode, leur coup bas, leur leverage buyout. L'Amérique ne lui apporte pas le succès. D'ailleurs, il perd de l'argent sur un projet immobilier catastrophique près d'une centrale nucléaire. Mais elle lui offre quelque chose de plus précieux, une éducation. Il découvre le capitalisme sans complexe, les OPA hostiles, les montages financiers agressifs. Et il comprend qu'il peut appliquer ses armes américaines aux bijoux français. Le premier coup, Boussac. Bernard rentre en France. La gauche socialiste est encore au pouvoir, mais il a un plan. Il apprend que le groupe Boussac est en faillite. Ce groupe appartient à l'État et possède plusieurs marques, dont une pépite absolue, Christian Dior. Le problème ? Boussac, c'est aussi 15 000 employés, des usines déficitaires, un paquebot qui coule. L'État cherche désespérément un repreneur. Mais il y a une condition politique, préserver un maximum d'emplois. Souvenez-vous, c'est Mitterrand. Licencier massivement serait un désastre politique. Plusieurs candidats se présentent. Bernard Tapie, Alain Chevalier, patron de Moet Hennessy. Bernard Arnault fait alors ce qu'il sait faire de mieux. Il ment. Enfin, pas exactement. Il promet de sauver 12 000 sur 15 000 employés. L'État, soulagé, lui vend Boussac pour une bouchée de pain. Un franc symbolique avec reprise de dette. Mais voici ce que personne ne sait à ce moment-là. Dans l'ombre, Bernard Arnault a déjà arrangé un plan B avec le Crédit Lyonnais. Il a emprunté des sommes colossales pour financer la restructuration. Dès qu'il prend le contrôle, il fait table rase. 9 000 licenciements. Pas 3 000. 9 000.
Il revend immédiatement les actifs qu'il ne veut pas, Conforama, le bon marché, pour l'instant. Il empoche 500 millions de dollars cash et il ne garde qu'une seule chose, Christian Dior. Le scandale est énorme, les syndicats hurlent, la presse le crucifie. Un banquier qui avait travaillé sur le dossier dira plus tard « Bernard Arnault n'est pas un créateur, c'est un prédateur ». Mais vous savez quoi? En 2 ans, il multiplie la valeur de Boussec par 3. Il transforme une entreprise mourante en cash machine. Et surtout, il envoie un message au monde des affaires français. Un nouveau joueur est dans la partie et il joue pour gagner. Maintenant, concentrez-vous bien, parce que ce qui va suivre est un masterclass de manipulation stratégique. Bernard possède Dior Couture, mais il lui manque un morceau, les parfums Dior. Ces parfums ont été vendus des années plus tôt à un groupe qui vient de fusionner, LVMH, Louis Vuitton, Moet et Nessie. Cette fusion, c'est le mariage de 2 clans. Clan Vuitton, dirigé par Henri Racamier, le mari d'une héritière Vuitton, un gestionnaire brillant qui a multiplié le chiffre d'affaires par 30. Clan Moet et Nessie, dirigé par Alain Chevalier, aristocrate du Champagne. Le problème, ces 2 clans se détestent. Chacun veut le contrôle absolu. Ils se méfient l'un de l'autre. L'atmosphère est toxique. Et c'est là que Bernard Arnault voit l'opportunité de sa vie. La stratégie du coucou. Vous connaissez l'oiseau coucou? Il pond son œuf dans le nid d'un autre oiseau. Quand le petit coucou naît, il pousse les autres œufs hors du nid et prend toute la place. C'est exactement la stratégie de Bernard Arnault. Henri Racamier, du clan Vuitton, cherche un allié pour contrer Alain Chevalier. Il pense avoir trouvé le chevalier blanc, Bernard Arnault. Il l'invite à prendre une participation dans LVMH pour l'aider, pour faire pencher la balance. Bernard accepte. Sourire charmant, costume parfait. Racamier pense qu'il vient de recruter un soldat. Il ne sait pas qu'il vient d'introduire un conquérant. Ici, Bernard Arnault joue la plus belle partie d'échecs de sa carrière. Il rencontre secrètement les 2 camps. À Racamier, il dit « Je vous soutiens. Ensemble, on va contrôler LVMH. » À Chevalier, il dit « Je vous soutiens. Ensemble, on va contrôler LVMH. » Les 2 pensent savoir un allié. En réalité, ils ont tous les 2 un ennemi. Bernard achète des actions, discrètement, partout, à Paris, à Londres, à New York. Il utilise des prête-noms, des sociétés écrans, des montages complexes. Bernard Arnault passe à l'offensive. Il lance une OPA hostile. Hostile, ça veut dire qu'il tente de racheter l'entreprise contre la volonté du management. Il rachète des actions à tour de bras. Le Crédit Lyonnais lui prête des sommes astronomiques. Les 2 clans Vuitton et Moet réalisent soudain qu'ils se sont fait avoir. Ils tentent de s'unir contre lui. Trop tard. En quelques semaines, Bernard Arnault devient l'actionnaire majoritaire. Échec et mat. À 40 ans, Bernard Arnault contrôle le plus grand groupe de luxe au monde. Les héritiers Vuitton, ces familles centenaires, sont évincés. Henri Racamier, celui qui avait invité le loup dans la bergerie, ne s'en remettra jamais. Il mourra amer, conscient d'avoir été joué. Mais Bernard, lui, vient juste de commencer. Une fois aux commandes, Bernard Arnault applique une vision simple mais révolutionnaire. LVMH ne sera pas un groupe de luxe, ce sera le groupe de luxe. Sa stratégie, en 3 axes. 1. Acquérir des marques mythiques. Il achète tout ce qui brille. Céline, Givenchy, Kenzo, Fendi, Marc Jacobs, Bulgari. En 2020, il réalise sa plus grosse opération, Tiffany & Compagnie pour 14,7 milliards de dollars. 2. Contrôler toute la chaîne. Comme son prédécesseur Racamier, il comprend qu'il faut tout contrôler. La création, designer maison, la production, atelier propriétaire, la distribution, boutique en pro uniquement, le marketing, campagne iconique. 3. Conquérir le monde. Il ouvre en Chine avant tout le monde. Il ouvre aux USA, son ami Trump inaugurera une usine Louis Vuitton au Texas. Il fait du luxe français un produit mondial. Résultat, en 30 ans, LVMH passe de 2 milliards à 86 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La capitalisation atteint 385 milliards d'euros. Bernard Arnault devient l'homme le plus riche du monde. Mais attention,
Bernard Arnault n'est pas invincible. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, parce que ses échecs nous apprennent autant que ses succès. Échec numéro 1, la guerre du sac. Bernard veut Gucci. Il commence à racheter des actions en douce. Face à lui, François Pinault, autre milliardaire français, son rival éternel. Gucci appelle Pinault au secours. Pinault achète massivement, dilue la participation d'Arnault. Bernard perd. Il est furieux, il attaque en justice. L'ironie, il accuse Pinault de manipulation, exactement ce qu'il avait fait à LVMH. Échec numéro 2, Hermès, la baleine blanche. Hermès, la dernière grande maison de luxe familiale indépendante. Pour Bernard, c'est son obsession, sa baleine blanche. Il tente le même coup qu'avec LVMH. Acheter en silence, frapper vite. Il arrive à 17% du capital. Mais cette fois, les héritiers Hermès ont appris la leçon. Ils font front commun. Ils créent une holding familiale inattaquable. Résultat, en 2017, Bernard doit vendre ses parts et abandonner. La leçon ? Même le plus grand stratège a ses limites, surtout quand il affronte des familles qui connaissent ses méthodes. Mais ce qui rend Bernard Arnault vraiment unique, ce n'est pas seulement sa stratégie financière. C'est son perfectionnisme obsessionnel. Tous les samedis, vous pouvez le croiser dans les boutiques LVMH à Paris. Il réarrange les présentoirs, il vérifie l'éclairage, il questionne les vendeurs. Il a personnellement supervisé chaque détail de la boutique Louis Vuitton, place Vendôme. Il dit « Mon obsession, c'est que l'attrait d'une marque soit toujours aussi fort dans 10 ans. C'est la clé. » Ce n'est pas qu'un financier, c'est un artiste du capitalisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire ? Leçon numéro 1. La marque est plus forte que le produit. Bernard l'a compris dans ce taxi new-yorkais. Les gens n'achètent pas des sacs, ils achètent du rêve. Le luxe, c'est vendre de l'émotion avec une étiquette de prix. Application pour vous ? Que vous soyez entrepreneur, freelance ou investisseur, posez-vous cette question. Est-ce que je vends un produit ou est-ce que je vends une identité ? Leçon numéro 2. Soyez patient sur la vision, impitoyable sur l'exécution. Bernard investit sur 30 ans, mais quand il frappe fort et vite. Il ne regarde pas le cours de bourse tous les jours, il construit sur le long terme. Mais quand l'opportunité se présente, Boussac, LVMH, Tiffany, il n'hésite pas une seconde. Application pour vous ? Définissez votre vision long terme, 5 à 10 ans. Mais quand une opportunité aligne avec votre vision, agissez avec brutalité. Leçon numéro 3. Contrôlez la distribution. Bernard refuse que ses marques soient vendues chez des revendeurs, seulement dans les boutiques LVMH. Pourquoi ? Parce que celui qui contrôle la distribution contrôle l'expérience, et donc la valeur. Application pour vous ? Dans votre domaine, comment pouvez-vous réduire les intermédiaires et contrôler directement la relation avec votre client ? Leçon numéro 4. Les échecs vous rendent meilleur si vous apprenez. L'échec américain lui a appris la finance agressive. L'échec Gucci lui a appris l'humilité, un peu. L'échec Hermès lui a montré ses limites. Mais il est toujours là, toujours au sommet. Application pour vous ? Chaque échec est un MBA gratuit. La question n'est pas « ai-je échoué ?», la question est « qu'ai-je appris ?» Leçon 5. La transmission est aussi importante que la création. Bernard a placé ses 5 enfants à des postes stratégiques. Il a créé une holding familiale inattaquable pour 30 ans. Il a relevé l'âge maximum du président à 80 ans. Pourquoi ? Parce qu'un empire sans héritier, c'est juste un château de cartes. Application pour vous ? Que vous construisiez une entreprise, un patrimoine ou même une marque personnelle, pensez à la transmission dès le début. Alors Bernard Arnault, génie ou prédateur ? Visionnaire ou manipulateur ? Artiste ou requin ? La vérité ? Les trois à la fois. C'est un homme qui a compris que le capitalisme moderne n'est pas une question de morale. C'est un jeu d'échecs à plusieurs milliards. Et dans ce jeu, il est le grand maître. Certains le détestent, beaucoup l'admirent, mais personne ne peut l'ignorer. Il a transformé le luxe français en empire mondial. Il a fait de la France une superpuissance dans un domaine où l'élégance et la ruse se rencontrent. Et aujourd'hui, à 75 ans, avec une fortune de plus de 200 milliards, il ne ralentit pas. Parce que pour des hommes comme Bernard Arnault, il n'y a pas de retraite. Il y a juste le prochain coup. Le luxe, ce n'est pas seulement des sacs à 3 000 €.
C'est une philosophie. L'idée que certaines choses, la beauté, l'excellence, le prestige, ne peuvent pas être démocratisées. Et que ceux qui comprennent ça, qui peuvent le créer, le protéger, le vendre, ceux-là deviennent des rois. Voilà l'histoire de Bernard Arnault, le Napoléon du luxe, le loup en cachemire. Maintenant, j'ai une question pour vous. Parmi ces 5 leçons, laquelle allez-vous appliquer cette semaine dans votre vie? Dites-le moi en commentaire, je lis tous vos messages et j'y réponds. Et si cette histoire vous a captivé, vous allez adorer notre précédent documentaire, Rockefeller, l'histoire de l'homme le plus riche de l'histoire moderne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas le manquer. Parce qu'ici, sur Financiart, on ne raconte pas juste des histoires de riches, on décrypte les stratégies qui créent des empires. À très vite, et rappelez-vous, le luxe est un état d'esprit.